screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you don't know all the lengths I would go, and I can't help but think how sweet it'd be. You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. And I don't know where you sleep, where you go, so I can't help but think how sweet it'd be. I'm your wilting rose, I'll get myself undressed. I'll close my eyes until I love. Donc moi je suis Magali Boisseau, Besseril, et je suis la fondatrice de Bedicasa. Bedicasa qui est un site internet de réservation de chambres chez l'habitant partout dans le monde. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une intervention où j'ai montré l'évolution de Bedicasa et c'était assez drôle parce que je montrais le premier site internet, c'était très amateur avec des petits logos dessinés par ma tante. Bedicasa, c'est en 2007, j'ai créé Bedicasa avec mes amis, avec une centaine d'amis dans 60 pays et ça a bien grandi. On a mis 5 ans à lever des fonds puisqu'on est sur un écosystème qui est français et que personne connaissait ce marché de l'hébergement chez l'habitant sur le web. Et on avait du mal à faire évoluer les mentalités. Quand j'ai pitché auprès des business angels, ils m'ont sorti une question, c'est le web c'est quoi? C'est virtuel, ça sert à rien. Donc on était vraiment au balbutiement en fait du web et on avait été refusé à Cap Omega parce qu'on était un web service quoi. Maintenant ça a complètement changé et ça me fait plaisir de voir que ça a évolué vraiment. Donc ça a pris du temps pour faire évoluer les mentalités. Et puis après, au bout d'un moment, ça a bien pris. Il a fallu persévérer, parce que c'était quand même 5 ans. Et puis en 2012, on a embauché nos premières équipes. Et en fait, depuis 2012, on fait plus de 100% de croissance. Donc voilà, là, on est passé à un stade supérieur. On est très content, mais on est aussi très prudent. On sait que rien n'est joué. Alors moi j'ai rejoint Magali en 2009, au tout début, on était 3 chez Bedicasa et du coup j'étais très multicasquette au début et là aujourd'hui je suis responsable des opérations et je manage tout le service client qui est le poumon de Bedicasa. Et ce qui me tient surtout à cœur, c'est qu'on demande à nos hébergeurs et nos voyageurs d'être le plus accueillants, d'apporter de la convivialité, d'aller vers l'autre. Quand j'ai commencé à dire que je bossais dans un site qui faisait de l'hébergement chez l'habitant, tout le monde m'a regardé en me disant mais personne ouvrira ses portes. Et au final, aujourd'hui, on était 3 en 2009, aujourd'hui on est plus de 20 et il y a 270 000 utilisateurs. On vit d'incroyables histoires tous les jours puisque les voyageurs et les hébergeurs nous appellent et nous racontent ce qui se passe et c'est top quoi, on s'éclate. J'étais parti, j'avais fait un tour en Asie, j'avais fait un Népal et d'autres pays et en Inde, on avait rencontré quelqu'un qui avait son frère dans le Cachemire et on avait fait de la chambre chez l'habitant. Le même principe que Bedicasa, mais en bouche à oreille. Et je ne connaissais pas. D'ailleurs, je l'ai recontacté et il a mis son annonce sur Bedi. Si on veut partir au Cachemire, on peut y aller. Mais il ne faut pas oublier les gens. C'est que derrière cette barrière virtuelle, tu as des gens qui sont physiques et qui sont là et qui sont en demande de quelque chose. Et il faut que tu les serves. Et si tu les sers pas, après, ça se transforme en frustration. Si tu n'expliques pas la frustration, ça peut se transformer en litige. Ça peut prendre des proportions énormes. Donc nous, chez Bedicasa, on a un service client qui est là 7 jours sur 7. Et
La communication est hyper transparente. Bed, casa, c'est lit et maison, et le Y entre les deux, c'est you, et c'est l'humain qui est au centre du concept. C'est un peu un prolongement de ma personnalité, en fait, Bedi Casa. Bedi Casa, c'est une start-up, c'est une start-up qui met vraiment en avant les valeurs humaines. Du coup, pour moi, ça m'a paru une super bonne idée d'aller là-dedans, sachant que d'un point de vue professionnel, c'était top, vu que c'était une start-up, et d'un point de vue humain, c'est top, parce que je trouve qu'on fait quelque chose de bien en soi. Et du coup, le matin, je me réveille, j'ai le sourire, parce que je fais quelque chose qui me plaît, parce que je fais quelque chose que je sais qui apporte aux gens, et que j'ai de super collègues, qu'il y a une super ambiance. Et je pense que si j'étais dans une SS2I, ce serait peut-être pas la même chose. Je me dirais, bon, putain, je me lève, je vais faire du ticket aujourd'hui, faire des petites tâches à la con. Souvent, quand on vient d'école d'ingénieur, une très grande partie vont en SS2I. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les SS2I viennent frapper à la porte des grandes écoles, donnent des stages à qui le veulent. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé du Startup Weekend, qui est un événement qui valorise l'entrepreneuriat à travers le monde. Donc, il y a un Startup Weekend à Montpellier une fois par an. Puis j'ai participé, ça m'a vraiment plu, j'étais intéressé par le monde de l'entrepreneuriat. Je l'ai organisé l'année d'après, puis encore l'année d'après, et du coup, de suite, je suis tombé dans le monde des startups, de l'entrepreneuriat, des petites boîtes. Je pense que ça m'a fait grandir, parce que j'ai organisé ça quand j'étais en plein milieu de mes études. Donc ça m'a fait grandir, justement, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, on m'a parlé de l'entrepreneuriat, j'avais jamais pensé rejoindre cet univers, jusqu'au jour où on me dit « T'as déjà été à un Startup Weekend ?» Je dis non, et finalement je suis allé par curiosité, sachant que c'est la première fois que je prenais des responsabilités aussi importantes en soi, parce qu'organiser un Startup Weekend, on est une petite équipe, en plus j'ai pris le lead de l'organisation. Du coup, on assure quand même un événement qui dure 54 heures, non-stop, avec des gens qui sont des professionnels. On est une centaine de personnes, du coup vraiment, il faut qu'on fasse de la qualité. On doit gérer un budget qui est conséquent, qui dépasse plus de 10 000, qui est de plus de 10 000 euros. Donc vraiment, il faut qu'on gère ça. On est étudiant, on n'a jamais fait, du coup c'est vraiment une super expérience de ce point de vue-là. Parce que j'ai rencontré énormément de monde. C'est comme ça que j'ai rencontré Magali, justement, ma directrice. Donc j'ai trouvé mon emploi plus ou moins grâce à ça. Je suis tombé dans l'univers des startups de cette manière. Moi, je m'intéresse beaucoup au web et aux nouvelles technologies. Je pense que je suis une vraie geekette. Et du coup, je me documentais beaucoup. Donc j'ai essayé de coder en PHP pour rattraper les erreurs. Voilà, quand tu oublies une balise, de fermer une balise, ça te plante toute ta page et tu peux plus t'inscrire. Donc j'essayais d'aller avec le bon sens, quoi. Puis après j'ai évolué, mais le web c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Si j'avais pu être développeuse, je l'aurais fait vraiment, et j'aurais vraiment voulu prendre beaucoup plus de temps pour développer moi-même mon site, parce que ça m'aurait évité de demander à des personnes tierces qui comprenaient pas ma vision, et donc d'aller beaucoup plus vite. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Donc moi, je devais faire vivre ma boîte, lever des fonds, communiquer dessus. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que maintenant, on a une équipe qui est interne. Et c'est vrai que ça a changé vraiment la donne chez Bedi Casa. Parce que pendant 5 ans, en fait, j'ai fait appel à des prestataires externes. Et au début, c'était pas les bons du tout. Et en fait, j'ai fait appel à des prestataires externes à Paris et en offshore. Donc en Algérie, en Allemagne, en Asie. Alors que j'en avais un juste à côté de moi, c'est Lexic, qui est à Montpellier. Et en fait, en 2012, on a fait appel à eux et ils nous ont aidés à refaire le site. Et après, on a embauché 2 développeurs et voilà. Et cette année, ils sont une équipe de 5. Voilà, donc ça commence à grossir. C'est toujours une problématique, la technique, parce que la vision de l'entrepreneur, enfin moi, ma vision, elle est très large et très ambitieuse. Moi, je suis pas du tout tech, mais du coup, j'écris pas mal les cahiers des charges pour retranscrire justement les attentes en fonctionnalité sur le site et faire en sorte que quand le client il nous dit moi je voudrais que ce soit comme ça, essayer de voir est-ce que c'est vraiment une attente qui pourrait satisfaire la plus grande partie de la communauté et comment on fait pour que ce soit viable sur le site et que surtout fonctionnel. Parce que des fois, tu as l'impression que c'est simple de faire les choses. Tu te dis, moi, je veux que ça soit comme ça. Et de pouvoir discuter avec eux et qu'ils te disent, non, c'est pas si simple que ce que l'on croit. En fait, quand je suis arrivé à Bedi, je connaissais le web. Je pensais connaître comment fonctionnait un site, tu vois. Je suis arrivé là, j'ai mis 5 mois, je comprenais rien. Je
Je comprenais rien à ce qui se disait, je connaissais pas ces technos, rien du tout. Je pensais que c'était super simple. Je pensais qu'un WordPress et qu'un comment ça s'appelle, un PrestaShop, il y avait que ça. Et en fait non. Je me doutais pas qu'il y avait des choses aussi compliquées. Et puis même quand ils me disaient un projet, on fait ci, on fait ça, et ils te disent mais ouais, mais si tu fais ça, c'est pas possible. Voilà. On a toute notre plateforme qui tourne sur Symfony. C'est un site qui a été fait donc pure Symfony il y a 2 ans, je crois, de ça. Donc on avait par exemple le moteur de recherche qui tournait sur du MySQL, ce qui est catastrophique. Du coup, on a cherché des solutions pour améliorer notre moteur de recherche. On est parti sur Elasticsearch. Idem, on avait des tâches qui prenaient des heures, et du coup, on a décidé de les faire en asynchrone pour gagner du temps. Idem pour l'envoi de mail. Et du coup, au fur et à mesure, on regarde un peu tout ce qui se fait aux alentours, sachant qu'il y a de très gros acteurs qui utilisent Symfony. Je pense notamment à Mythic, Blablacar, plein de grosses boîtes comme ça, ou même des plus petites startups dans le coin. Donc, Minute Pharma, Lexic, par exemple, qui est une SS2I de Montpellier qui utilise Symfony. Du coup, il y a quand même un grand écosystème sur cette technologie-là et on évolue sans arrêt. Il y a plein de choses qui sont portées à ce, je ne sais pas si on peut parler de langage, mais à ce framework du moins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant de ce point de vue-là. Sachant qu'on est, beaucoup de personnes vont dire que les frameworks comme Symfony demandent beaucoup de ressources, etc. Mais au final, c'est tellement bien de travailler avec que c'est pas grave, sachant que les écoles font pas beaucoup sur des frameworks, encore moins sur Symfony. Et du coup, j'ai tout appris, on va dire, sur le tas, et ça prend très bien, quoi, en fait, tout simplement. Donc, au final, comment on bosse pour la qualité du code, notamment, on fait des pull requests, c'est-à-dire qu'on fait une fonctionnalité, on fait une relecture du code, donc on est une équipe de 4, donc il y a une personne qui va la développer cette fonctionnalité et 2 personnes qui vont relire le code. Comme ça, on assure une qualité des développements. Par exemple, il y a un truc qu'on peut le faire très facilement ou via un hack, on va se dire bon, ça passerait inaperçu et tout, là ça passe pas inaperçu. Du coup, ça nous oblige vraiment à faire du code de qualité, réutilisable et qui fonctionne. Plus tard, ouais, je me vois intégrer des trucs, entre guillemets, j'aimerais bien les laisser faire du gros code, des trucs compliqués parce qu'ils ont des gros projets, des choses que je ne comprendrai jamais, je ne saurais pas faire, mais j'aimerais bien plutôt les aider et les décharger au niveau du plan de travail parce que voilà, eux ils le font, mais bon, ils ne respectent pas forcément la maquette parce qu'ils sont devs, ils ne sont pas intégrateurs et tout ça, c'est normal, et puis dans le cerveau ils ont d'autres trucs qui tournent, donc voilà, ça se comprend. J'aimerais bien arriver à intégrer ce que je fais pour que ce soit nickel comme on veut, comme les maquettes ont été présentées aux responsables. Comme ça, eux, ça va les décharger au taquet et ils pourront se consacrer beaucoup plus à des trucs plus importants par rapport à leur qualification, par rapport à leur connaissance, qui n'est pas forcément de l'intégration. Du coup, un startup, tu me demandais la différence entre un développeur, un lead développeur, un CTO. Je pense justement qu'en startup, on a vraiment une hiérarchie qui est vraiment très horizontale. Et du coup, justement, il n'y a pas vraiment cette hiérarchie. En soi, on est développeur, on est lead développeur, on est CTO. Au final, on bosse main dans la main. Et si on a quelque chose à faire remonter, il faut que ça remonte très facilement. Justement, c'est des valeurs que je partage avec l'univers des startups plutôt qu'à l'univers des SS2I. Où dans l'univers des SS2I, il y a vraiment beaucoup de process qui sont lourds. Il y a une hiérarchie qui est très lourde. Et c'est franchement compliqué, quoi. C'est pas productif. Après, je pense que ce qui a aussi fait la différence, c'est les fonds qui sont arrivés, le fait qu'on muscle notre équipe technique, qu'on soit ici dans des bureaux ouverts. Et en fait, le fait d'être dans des bureaux ouverts, en ayant mis des canapés, en ayant une belle terrasse, etc., ça fait que les équipes sont plus soudées et travaillent mieux, de façon plus efficace, parce qu'elles s'entendent mieux. Moi, j'ai vraiment le bien-être des salariés parce que tu passes plus de 50% de ton temps de vie dans le travail, donc autant bien l'utiliser et être bien dans ton travail. L'origine, entre guillemets, de cette soirée, c'est créer en fait quelque chose qui soit complètement neutre, qui s'appellerait les Afterwork Startup, où en fait, parce que le problème c'est que si on se voit pas assez souvent, dans les soirées comme ça, on est nombreux, il y a plein de personnes que j'ai aperçues et je sais pas ce qu'ils font dans la vie. Et le fait de revoir des visages de manière récurrente, ça te permet qu'une autre soirée, tu te souviens du visage, du coup tu vas aller plus facilement approcher quelqu'un que de voir une seule fois. Et le fait de revoir les personnes assez souvent, tu vas être plus à l'aise pour dire on s'est aperçu, je sais pas, il y a 15 jours, on n'a pas pu discuter, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne, ça fait combien de temps que tu es à Montpellier.
Ben, la communauté web à Montpellier, je pensais pas à la même communauté web qu'on peut trouver à Paris. Justement, c'est une communauté web qui est petite, voire très petite. Je pense notamment quand on va aux apéros web, aux apéros Twitter, aux soirées comme actuellement. On se connaît tous, ou du moins on connaît tous un paquet de personnes. Et donc en soi, même s'il y a peut-être des tensions entre certaines personnes, au final, je pense qu'on passe outre et que tout se passe bien. Et il n'y a pas de problème quoi, à ce niveau-là. En fait, tout le monde est plus ou moins dans la même, parce qu'on promouvoit justement on promouvoit, je pense, tous Montpellier. Si on est ici, c'est pas uniquement pour faire de la thune, c'est vraiment parce qu'on s'y sent bien. On veut que Montpellier aille de l'avant. Et voilà quoi. On veut faire opposition, je pense, à la capitale ou à des villes comme Lyon ou Marseille, tout simplement. Et là, depuis les 2 dernières années, j'ai jamais vu autant de start-up. Voilà, et il n'y a pas que les start-up, il y a aussi les indépendants. Il y a beaucoup d'indépendants dans le domaine de la tech, du numérique, enfin, du web marketing, et qui s'entraident en fait. Et il y a aussi des étudiants et des chercheurs et des institutionnels. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a il y a ce lien en fait qui se fait entre plusieurs segments et pour faire évoluer aussi la ville de Montpellier, pour attirer plus de talents et d'investisseurs et d'entreprises, et on va tous vers le même but quoi. Que c'est chouette, que j'aime Montpellier, que j'aime la vie, que j'aime mon job et que je profite un maximum de toutes ces rencontres et que le collaboratif et que le collectif c'est l'avenir. Groupe un peu comme ça, et le but c'est de dépasser Airbnb dans 6 mois au niveau du nombre de réservations, du chiffre d'affaires, tout ça. Et en plus c'est filmé. Et tu vas mettre ça sur Facebook. Oh, ma mère elle va me tuer, elle va me dire.